Bonjour à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 4 janvier 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc pour cette séance, encore une fois, la hausse se poursuit sur l'ensemble des indices, que ce soit en Europe ou même à Wall Street où le S&P 500 et le Dow Jones ont inscrit de nouveaux records en clôture. Globalement, les marchés restent bien orientés, surtout en Europe, où l'indice CAC 40, lui, continue son ascension et inscrit aussi ce matin de nouveaux records. Alors hier, à Wall Street, une séance, une première séance plutôt positive, puisque les investisseurs se réjouissant même des performances d'Apple et de Tesla, alors que leurs craintes sur le variant Omicron continuent de s'apaiser. Effectivement, bien que la moyenne de cas ait triplé aux États-Unis, on a même dépassé plus d'1 million de contaminés, le nombre de décès quotidiens est lui ainsi en légère baisse. Donc, comme je vous l'expliquais dans les précédents briefings, le fait qu'on ait une forte hausse des contaminations, mais un nombre de décès qui, lui, est en stabilisation, voire en léger déclin, eh bien, rassure les marchés. Et donc, ils estiment que la pandémie va être un lointain souvenir en 2022. En tout cas, c'est ce que price actuellement les marchés. En revanche, on a le taux de référence des emprunts d'État américains à 10 ans qui a bondi de 12 points de base hier pour s'établir à 1,63% pour la première fois depuis l'identification du variant Omicron. Et là, on a eu une grosse réaction tout de suite quand même sur le gold, les métaux précieux, qui ont quand même bien reculé hier, l'argent et le silver, on fera quand même le point dans la partie technique juste après, et forcément la hausse des taux a entraîné aussi une forte progression du dollar, notamment l'AUD-USD qui a bien reculé et l'euro-dollar lui aussi. Donc on fera pareil le point sur ces deux graphiques, car il y a des éléments techniques intéressants. Donc justement, face à la hausse des taux, comme vous le savez, maintenant, les entreprises technologiques sont souvent classées dans la catégorie valeur de croissance, ce qui signifie qu'elles ont besoin d'investir pour se développer et bénéficient d'un environnement de taux bas. Et justement, la perspective de relèvement de taux par la Banque centrale américaine cette année et la hausse des taux obligataires hier signale un renchérissement du crédit qui leur est a priori défavorable. Donc là, pareil, globalement, le Nasdaq n'a pas tremblé, bien au contraire, on a eu une hausse de plus 1,2%. Donc bien évidemment, c'est si cette hausse des rendements obligataires s'accélère dans les prochains jours, forcément, ça va pénaliser encore une fois les entreprises technologiques. C'est surtout qu'on a une quantification de la courbe des taux. Pour l'instant, on a eu une forte hausse hier, mais pas de quoi faire tanguer le Nasdaq. Après, effectivement, on fera le point dans la partie macro. N'oublions pas, certes, l'environnement reste favorable pour les indices, mais les banquiers centraux prévoient en tout cas, de resserrer leur politique monétaire et de retirer doucement leur soutien au marché, notamment avec plusieurs hausses de taux à venir en 2022. Donc là, on fera le point dans la partie macro juste après. Ce matin, en Europe, comme je vous le disais, la hausse se poursuit, que ce soit sur le CAC 40 qui lui inscrit un nouveau record ou même le DAX, après de nouveaux records à Wall Street, une forte progression à la bourse de Tokyo, l'heure restant à l'optimisme toujours chez les investisseurs qui relativisent, comme je vous le disais, les risques liés au variant Omicron. En Europe, justement, la plus forte hausse sectorielle du début de séance et pour le compartiment du transport et des loisirs après les déclarations d'un ministre britannique selon lesquelles le variant Omicron provoque des symptômes moins graves que le Delta. Enfin, côté indicateur en Chine, cette nuit, on a eu l'indice PMI manufacturier en hausse à 50,9 pour décembre, ce qui se traduit par un rebond de l'activité malgré quand même un repli des commandes à l'export. Mais l'essentiel, encore une fois, comme hier pour les PMI, c'est qu'on soit au-dessus des 50.
Enfin, la séance sera animée entre autres par l'indice ISM manufacturier américain à 16 heures. Mais encore une fois, les investisseurs se préparent aux deux gros rendez-vous de la semaine, que seront la publication du compte-rendu de la réunion de décembre de la réserve de la Fed mercredi et surtout les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis vendredi derrière. Donc deux gros catalyseurs, la réunion de la Fed et le NFP, le rapport mensuel sur l'emploi. Enfin, ce matin, les ventes au détail en Allemagne affichent une hausse inattendue de 0,6% en novembre, mais restent encore une fois inférieures à leur niveau du même mois de 2020. Donc, globalement, des données économiques plutôt encourageantes ce matin, ce qui permet aux indices de poursuivre leur ascension. Côté macro, donc comme je vous le disais, n'oublions pas que on va avoir plusieurs tours de vis de la part des banquiers centraux. Autant la Banque centrale européenne estime qu'il est peu probable qu'on ait une hausse de taux en 2022. Néanmoins, la Fed, elle, table sur 2, voire même 3 hausses de taux. La Bank of England, elle aussi, devrait une nouvelle fois relever ses taux en 2022. Mais ici, en ce début d'année, voici les Fed Funds. Donc, ce sont ces fonds qui price et qui anticipent justement les hausses de taux à venir. Et donc, en ce début d'année, les prévisions tablent pour une hausse de 25 points de base en avril 2022. Rappelez-vous qu'en mois de novembre et mois de octobre, novembre, voire même début décembre, on priceait une hausse de taux entre juin et juillet. Ensuite, on est basculé à mai et là, carrément, on est passé en avril. Donc, au plus tôt, apparemment, ce serait en avril-mai, à mon avis, selon moi. Ensuite, deuxième hausse de taux de 25 points de base à prévoir en août 2022. Et là, en revanche, plus délicat, c'est une troisième hausse de taux à venir en décembre 2022. Alors, autant deux hausses de taux, c'est tout à fait envisageable au vu du contexte économique et de la forte inflation aux États-Unis, mais une troisième hausse de taux, ça risque d'être compliqué à encaisser pour les marchés. Surtout effectuer une hausse de taux en décembre 2022. Vous l'avez bien vu, encore une fois, cette année, lorsqu'on a eu, il me semble, à la deuxième semaine de décembre, la réunion de la Banque centrale, de la Fed et de la BOJ, et aussi de la Bank of England, globalement, les banquiers centraux, en fin d'année, n'ont aucun intérêt à créer de la panique, des mouvements de peur sur les marchés à l'approche des fêtes, surtout, je dis bien surtout, si la performance est globalement positive sur l'année. Donc généralement, on constate que les banquiers centraux ne se montrent pas trop agressifs en fin d'année, bien au contraire, font des prévisions, mais de là faire une troisième hausse de taux, ça me paraît compliqué. Donc effectivement, en tout cas, deux hausses de taux à prévoir cette année, mais la troisième, on fera le point d'ici quelques mois. Mais comme je vous le disais, si le S&P et les indices sont bien orientés, généralement, comme on l'a vu cette année, aucun intérêt pour les banquiers centraux de venir gâcher la fête à l'approche justement des fêtes de fin d'année. Ici, c'est le classement par capitalisation boursière et l'événement d'hier qui a marqué la séance, notamment outre-Atlantique, a été le nouveau sommet d'Apple qui a pris quasiment 2,5% pour clôturer aux alentours de 182 $ et qui est devenue la première société à dépasser les 3 000 milliards de capitalisation boursière. Donc, malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir un graphique avec le classement de toutes les sociétés et celui d'Apple avec les 3 000 milliards. Celui-là, il date de lundi. Mais effectivement, Apple, première société à dépasser les 3 000 milliards de capitalisation boursière. Si je ne dis pas de bêtises, Apple a mis, il me semble, plus de 40 ans, je crois, pour atteindre 1 000 milliards de capitalisation boursière, environ
3 ou 4 ans pour atteindre les 2000 milliards de capitalisation boursière et uniquement 16 mois pour passer de 2000 milliards à 3000 milliards de capitalisation boursière. Comme quoi, la crise du Covid, bien évidemment, comme vous le savez, a plus que dopé les valeurs technologiques. Ensuite, sur la deuxième marche du podium, nous avons quand même Microsoft avec 2500 milliards de capitalisation boursière. Et quand je vois le trend juste magnifique sur cette valeur, il est tout à fait possible que Microsoft, d'ici la fin de l'année, rejoigne Apple au niveau du classement des 3000 milliards. Ensuite, Google, Alphabet, là c'est une société pétrolière Saudi Aramco, et ensuite, encore une fois, toujours de la tech, mais un peu plus loin derrière avec Amazon, Tesla qui a quand même enregistré une forte hausse hier à plus de 13 ou 14%, je crois. Facebook, à savoir maintenant renommé Meta Platform, Nvidia qui pareil a eu une ascension fulgurante en 2022 et qui commence à peser vraiment, avoir un poids considérable comme Netflix au sein du S&P 500 et du Nasdaq. Et derrière, en Europe, surtout en France, on est quand même très très loin derrière, puisque ici, la société la plus importante au sein du CAC 40 et même l'une des plus importantes en Europe, c'est LVMH, donc Louis Vuitton, Moët Hennessy, qui pèse actuellement, comme vous pouvez le voir, environ 416 milliards. Donc à 17e place, on est quand même très très loin derrière les grosses tech qui, encore une fois, restent les gros bulldozers de l'année, mais aussi on a l'impression que elle se transforme peu à peu en valeur refuge surtout. Enfin, n'oublions pas que la Chine, qui quand même est en pleine ébullition, affiche une croissance juste impressionnante, mais a subi quelques débâcles, on va dire, en 2021, puisqu'elle n'a pas une seule entreprise dans le top 10 des sociétés les plus valorisées au monde. Après quand même une année boursière 2021 assez désastreuse, notamment pour le Golden Dragon. Le Golden Dragon, c'est le Nasdaq chinois. Donc si vous regardez l'indice du Nasdaq chinois, effectivement, la performance est catastrophique. La seule entreprise chinoise, c'est Tencent, effectivement, qui pèse 562 milliards à peu près de dollars. Et Alibaba, mais qui a subi de plein fouet les mauvaises performances et le tour de vis de la part de la Chine, notamment sur le fait de sanctionner un peu tout ce qui était les entreprises liées aux jeux vidéo pour limiter la dépendance des jeunes sur ce secteur-là. Et donc Alibaba se classe désormais 28e au rang mondial, alors qu'avant elle avait une place bien plus importante, elle était pas très loin de Tencent. Mais effectivement, le cours de bourse, pareil, d'Alibaba, s'est littéralement effondré en 2021. Donc voici le classement actuellement des sociétés qui pèsent le plus en termes de capitalisation, mais qui sont aussi des gros bulldozers. Donc là, vous avez quand même une petite liste assez sympa pour profiter encore une fois de la hausse en 2022 sur les meilleurs titres et surtout globalement les plus performants. Côté graphique, direction les indices avec le CAC 40 qui poursuit son ascension comme toujours. On a cartographié le CAC 40 hier en vous disant les zones à surveiller. Tenter des achats sur repli toujours sur l'indice. Pour l'instant, on n'a aucun repli. L'indice ne manque vraiment pas de carburant. Poursuit sa hausse, ça reste haussier, toujours. Aucune raison de vendre, c'est trop tôt. La zone idéale, ce serait l'objectif de ce fameux triangle, ou la borne haute du canal, vers les 7500 points. Donc là, c'est la zone que j'attends, ici. Voilà.
si on arrive à aller dans cette zone dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, eh bien, j'estime qu'il faudra commencer à chercher des ventes. On a quand même eu une belle réaction des prix à chaque fois sur la borne haute du canal. Pour l'instant, c'est trop tôt. On n'a pas de signaux de retournement. Ça reste haussier. Et les acheteurs gardent la main. Voilà. J'espérais un repli en disant, bon, on a eu un gap mensuel. Il va être comblé, ce gap. C'est qu'une question de temps, encore une fois, comme toujours, mais il sera tôt ou tard comblé. Donc là, pareil, ce sera un objectif cette année, en tout cas dans les semaines à venir, venir combler le gap mensuel qui est resté ouvert. Donc, le marché a une mémoire. Pour l'instant, l'optimisme demeure sur les marchés, j'ai envie de dire. Donc, laissons faire les acheteurs, laissons la hausse se terminer, surveillons les niveaux clés pour ensuite tenter de chercher quelques ventes pour venir combler justement ce niveau de gap. En données 4 heures, si vous êtes à l'achat, eh bien, remontez votre stop, mais trop tôt pour vendre. En fait, c'est surtout ça. Pour l'instant, on a un magnifique trend haussier, une belle sortie de triangle, un objectif théorique aux alentours des 7450, 7500 points. En données 4 heures, c'est haussier. Malheureusement, j'aurais aimé un petit repli aujourd'hui pour venir combler le gap, venir faire le pullback et repartir. Ça aurait pu vous offrir un super trade avec un stop loss sous les plus bas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le marché poursuit sa hausse. Donc, si vous êtes à l'achat, remontez au stop et essayez surtout d'accompagner ce trend haussier le plus loin possible jusqu'à observer un signal d'essoufflement. Et là, c'est pareil, que ce soit en données 4 heures, horaires, daily, hebdomadaire, mensuel, bref, sur toutes les unités de temps, c'est haussier. Donc, pas de précipitation pour vendre l'indice. Le DAX, c'est la même chose, horaire, daily, 4 heures, hebdo. Ici, l'objectif a été atteint. Je vous disais encore une fois que le marché avait une mémoire et que techniquement, vu la dynamique, le gap de rupture serait tôt ou tard comblé. Là, pareil, je pensais que le marché aurait peut-être bloqué un petit peu finalement sur la résistance pour venir combler le gap avant de repartir. On avait en plus, encore une fois, mais bon, ça c'est sur clôture mensuelle, mais l'oblique, la borne haute du canal haussier, pouvait faire justement obstacle, rempart. Néanmoins, le marché a envie de continuer sa course. Donc, pareil que sur le CAC, ça reste aussi, on avait un magnifique range de consolidation, on a cassé, pullback, sorti par le haut. J'observe aucun signal de retournement, que ce soit en daily 4 heures horaire. Un TP1 était allé chercher ici, c'est fait. Si vous êtes acheteur, remontez votre stop, mettez-le à break-even. Et maintenant, l'objectif 2, ce serait d'aller chercher la zone là, 16 275, 16 290. Voilà l'objectif final pour moi sur le DAX. Et puis après, on pourrait peut-être commencer à consolider un peu, respirer. Bon, c'est pas le moment de FOMO, je dirais, de céder à l'euphorie non plus, car on était à 15 000 points il n'y a encore même pas 2 semaines, on est déjà à plus de 16 000 points. Donc quand même, l'indice a quand même pris 1000 points depuis son point bas, soit une hausse quand même de 6%. Bon, c'est beaucoup, on peut quand même continuer à grimper, mais si vous étiez acheteur par ici ou à la cassure, tant mieux. Maintenant, en tout cas, attendez un repli. Je ne dis pas que la tendance va se retourner, mais payer ici, c'est ce qu'on appelle FOMO. Donc très clairement, là, il est préférable de basculer sur des unités de temps un peu plus courtes, horaires, 4 heures, et de tenter d'attraper tous les replis sur l'indice tant qu'on n'a pas un gros signal de retournement majeur. Et pour l'heure, ça reste haussier en fait. Donc, j'ai plutôt un objectif aux alentours des 16 275, 16 290, 16 300. Le Dow Jones, pareil, j'avais
Je continue en fait d'avoir un biais haussier sur l'indice. La dynamique reste belle aussi, encore une fois. Je vous disais justement hier de surveiller une cassure Tenkan Kijun sur le cash. Malheureusement, ça s'est fait en 2 temps, ici et là. Mais ça reste aussi en fait. Donc pareil, on a eu une belle clôture daily au-dessus de la résistance. Donc je continue d'être haussier sur l'indice américain. Voilà, on a clôturé sur un record hier en séance, en fin de séance. On avait d'autres zones. Ça reste haussier, le marché avait besoin de respirer un peu, 2 séances de respiration, haussier. Bon, là, très clairement, ce serait d'aller chercher les 37 000 en swing. Donc là, à voir si on peut avoir un petit repli ici, payer l'indice avec un stop loss juste en dessous de la zone pour aller chercher les 37 000. 37 000, mais là, on a une belle oblique qui passe par tous les plus hauts ici. Donc 37 000 points, ça me paraît envisageable. Sachant que la cassure Tenkan Kijun ici est toujours vivante, pas d'invalidation, donc c'est un signal hebdomadaire. Je pense qu'on peut très facilement même poursuivre cette ascension et aller chercher un peu plus haut. En tout cas, pas de vente sur le Dow Jones. Pour moi, ça reste haussier. Je parle bien évidemment en swing trading. Mais comme en Europe, comme aux États-Unis, globalement, les indices restent porteurs. Voilà. Donc, un sentiment haussier, et je pense qu'on peut aller gratter encore quelques pourcentages de hausse pour venir commencer à travailler cette fameuse oblique. Ici, en données 4 heures, pareil, on a quand même eu une belle bougie flux et directionnelle. Après plusieurs séances de consolidation, donc reprise de la dynamique haussière. Maintenant, sur les futurs, est-ce qu'on a un peu plus d'infos techniques croustillantes à regarder? Ah si, cassure Tenkan Kijun. Autant pour moi, elle était validée en plus sur, en fin de séance. Donc sur le futur, on en avait une, en tout cas. Donc là, pareil, celles et ceux qui ont remarqué ce setup, eh bien le stop loss juste en dessous de la mèche. Effectivement, je ne l'avais pas vu. Je surveillais le cash, mais je ne pensais pas qu'on aurait réussi à en faire une sur les futurs. En données 4 heures, parfaite, magnifique setup. Donc stop loss juste en dessous. Bon, peut-être un peu tôt pour mettre le stop à break-even, je trouve. Ça fait quoi, 100 points? Bon. J'aimerais qu'on casse en clôture daily, le plus haut juste ici. C'est peut-être un peu tôt. En fait, j'ai peur qu'on vienne faire un pullback. Vous voyez ici qu'on vient de faire un pullback, et dans ce cas-là, ce serait vraiment dommage de sortir à break-even. Attendez que l'indice prenne encore 100 points. Et d'ici 100 points, vous pourrez mettre le stop à break-even. En tout cas, beau setup de continuation de tendance. Stop loss logiquement placé sous les plus bas ici, vers les 36 100 points. Et maintenant, on laisse dérouler le trade. Avec comme objectif, on a une belle oblique là qui passe, un point de contact, 2 points, 3 points de contact. Et ce serait propre d'aller chercher notre oblique vers les 37 000 points. Donc prendre des bénéfices vers les 37 800, sortir peut-être 50% de la position, mettre son stop à break-even, et puis laisser courir un petit reliquat sur ce setup haussier pour aller chercher derrière en expansion 37 100 points. Bon, globalement, encore une fois, ça reste haussier. Le Forex, on a eu quelques mouvements intéressants hier, notamment sur l'euro-dollar. Donc magnifique bull trap, comme je vous le disais. Si vous étiez haussier, je vous disais d'attendre une clôture au-dessus de la MM50 et une percée au moins au-dessus du nuage, et derrière ça n'a pas raté. Hausse des rendements obligataires, chute de l'euro. Donc là, finalement, retour dans le range. Le sentiment qu'on a eu un signal technique baissier, très clairement. Alors, test sur Tenkan Kijun, oui, de justesse. Malheureusement, Chikou n'est pas libre de tout obstacle.
Et ça, c'est l'élément qui me dérange un peu. Donc, certains m'ont parlé de ce setup. Effectivement, on en a une belle ici. Malheureusement, au moment de la cassure, on était sur cette bougie-là, donc Chikou était dans les prix et dans la Tenkan. Et donc ça, c'est un petit élément, effectivement, normalement, il faut qu'on soit libre de tout obstacle. Hein, un peu comme ici, sur celle-là, vous voyez, au moment de la cassure, Chikou était ici, au moment de la cassure, Chikou était une nouvelle fois ici. Pardon, celle-là, c'était là, et celle-là, c'était ici. Donc on était vraiment libre de tout obstacle. Donc ça, c'est quand même très important. Bon, globalement, je vous disais que je gardais un biais baissier sur l'euro tant qu'on bloque sous les 1,1370, tout simplement. Et donc là, belle réaction des prix sur MM50 et bas du nuage. J'ai mis cet oblique en parallèle du milieu de range. Et effectivement, je pense qu'on peut chercher une vente si on casse ce niveau-là. Si on casse les 1,1270, donc ça fait pas un super ratio car je mettrai quand même le stop loss au-dessus de ce niveau, donc ça fait à peine un ratio de 1 pour 1. Mais là, j'estime qu'on aurait quand même une belle configuration et l'euro pourrait de nouveau retourner sur les 1,12. Donc reste à savoir maintenant si c'est un range ou un triangle ascendant. Auquel cas, effectivement, si c'est un triangle ascendant et qu'on reporte la hauteur ici, on pourrait même aller chercher plus bas. En tout cas, l'euro m'intéresse toujours pour des plans à la vente uniquement. Donc là, on a quand même une belle bougie daily. Là, on est sur le milieu de range, donc c'est un peu périlleux, comme vous le savez, de trader le milieu de range, d'où mon invitation à attendre au moins la cassure de cet oblique. Voilà, si on casse l'oblique avec les 1,1270 en clôture 4 heures, eh bien pourquoi pas, avec un stop effectivement un peu large, mais là pour le coup j'ai envie d'être plus prudent pour ne pas me prendre des portes de saloon, mais au moins un stop un peu large, mais directement aller chercher les 1,12, derrière stop à break-even, et si ça casse, j'ai un objectif à 1,1075. Voilà les grandes lignes sur l'euro-dollar. Le GBP USD, ça a un peu bougé aussi. J'aime beaucoup le setup ici, très clairement. Une nouvelle fois, une cassure Tenkan qui est jaune, avec une belle bougie flux. Donc là, comme je vous le disais en fait hier, d'abord basculer en données daily, faire l'analyse daily. Alors effectivement, si on regarde la bougie, on a un avalement baissier. Bon, néanmoins, je ne suis pas convaincu de l'avalement baissier à 100% pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un avalement baissier, mais on clôture au-dessus d'un support, qui est les 1,3460. Vous voyez le support qui est juste ici, on a toutes les mèches qui sont venues taper, là on a fait un excès baissier, mais bon, on clôture au-dessus d'un support. Et encore une fois, le problème, c'est qu'on a trop de mèches par rapport au corps de la bougie. Et comme je vous le dis souvent, la force vendeuse ou acheteuse se trouve dans le corps des bougies et pas dans les mèches. Et dans les mèches, c'est plutôt de l'hésitation de la part du marché. Donc finalement, beaucoup d'hésitation dans cette bougie et on clôture au-dessus d'un niveau de support. Ensuite, on a pour moi une zone clé à aller chercher, c'est la borne haute de notre canal, les 1,3572. Et c'est ce niveau qui m'intéresse pour potentiellement vous proposer une stratégie à la vente. Là, j'estime qu'on a une reprise haussière qui est toujours en place et qui a encore un peu de place pour nous faire une nouvelle jambe de hausse en direction des 1,36. Maintenant, si on bascule en données 4 heures, effectivement, on a eu un setup haussier de poursuite de dynamique haussière, tout simplement. Donc là, pour le coup, notre cassure Tenkan Kijun s'est faite ici, là, à ce moment-là, pardon, juste ici. Donc on est vraiment libre de tout obstacle et le stop loss se place techniquement soit juste ici, sous les 1,3450 et pour les plus prudents, ce serait sous les plus bas ici. Voilà. Donc, encore une fois, à vous de voir en fonction de votre profil de risque et de votre money management, où est-ce que vous placez le stop loss. Agressif
ici, plus prudent, sous les plus bas d'hier. Objectif, 1,3572, voire 1,36, borne haute de notre canal baissier. L'AUD-USD, configuration assez plaisante aussi, encore une fois, sur cette paire. Belle réaction hier du marché. Je trouve la structure vraiment propre. Plan baissier une nouvelle fois sur cette paire. Le marché ne s'est vraiment, enfin, il s'est pas arrêté n'importe où. Alors déjà, la tendance est baissière, toujours. On a vu un puissant rebond. Moi, je surveillais cette zone-là. Bon, finalement, en fin d'année, on a percé ma zone, on est monté plus haut. Et hier, grosse réaction du marché sur retracement 50% de Fibonacci. Échec à casser la MM50, donc fausse cassure avec réintégration derrière. Plat de nuages, donc niveau de 50, plat de nuages, MM50, avalement baissier. Donc beaucoup d'éléments, en tout cas une zone technique importante, un chandelier de retournement baissier qui plaide pour une correction à venir, et enfin une structure, une évolution des prix dans une structure qui suggère une nouvelle vague de baisse, puisque ici on a un biseau ascendant. Donc encore une fois, deux scénarios, deux stratégies. La première qui consiste à vendre maintenant ou attendre un petit rebond en se disant j'ai eu un signal baissier, je place le stop au-dessus des 0,73, à peu près 0,7298, pour viser TP1, TP2. Donc ça, c'est la stratégie plutôt agressive, en espérant un rebond pour avoir un meilleur ratio risque-récompense. Deuxième scénario, plus prudent, qui lui consiste tout simplement à attendre la cassure du biseau. Voilà, là on a une belle oblique. Belle oblique qui passe par tous les plus bas. Si ici c'est bien ce point bas. Et donc attendre la cassure pour fendre et viser TP1 par ici et TP2. Et pareil, le stop loss se mettra juste au-dessus. Sinon, la méthode plus agressive, mais j'ai l'impression qu'on est venu faire le pullback déjà ce matin. Voilà, on avait une petite zone 4 heures. Vous voyez ici, tac, tac, une belle zone de polarité. On a remonté la tester. Échec. J'ai vraiment l'impression que ça va partir en correction en A, B, C, casser, derrière aller plus bas. En tout cas, j'apprécie beaucoup la configuration technique qui est globalement assez propre. Suivi des autres paires NZD-Yen très rapidement. Le NZD-Yen, deux solutions. Soit vous avez mis votre stop loss à break-even, comme je vous le disais hier. La paire était un peu capricieuse. Et effectivement, on était sur un début d'avalement hier. Et je vous disais, attention, on est sur un début d'avalement. Si on clôture comme ça, en plus on est ouvert avec un gap haussier, ça peut être compliqué. Donc effectivement, je me montre plus prudent maintenant sur cette paire. Je vous invite à mettre votre stop loss à break-even en vous disant que ça bloquait sous les mêmes 50, même si mon objectif c'était 79,20, 79,50. Donc hier, normalement, le marché, enfin, situé par ici au moment de la vidéo. Donc deux scénarios, soit vous avez mis votre stop à break-even et dans ce cas-là, le marché vous a sorti flat, soit vous ne l'avez pas fait. Dans ce cas-là, petite frayeur, mais là, vraiment, je vous invite à le faire, à mettre votre stop à break-even. Car, certes, le marché repart en données 4 heures. Effectivement, ça semble repartir, mais l'avalement baissier m'invite à la prudence sur cette paire, tout simplement. Donc, je n'ai pas autant de conviction et de certitude sur le fait qu'on aille chercher ma fameuse zone. Donc, soit une sortie à break-even, sinon faites-le maintenant. Et on laissera le marché décider s'il valide ou pas l'avalement baissier daily ou au contraire invalidation. Et dans ce cas-là, objectif 79,50, 79,25. Enfin, euro-yen, mais là pareil, c'est plutôt un suivi sur cette paire. Je ne sais pas si vous êtes encore dans le trade ou si vous avez pris tous vos objectifs. Je vous disais de remonter votre stop hier.
En tout cas, suite au double creux, pardon, je pense toujours que l'euro peut aller plus haut, car on a franchi une énorme zone chaude. Alors, je n'ai pas modifié le stop. Je vous disais de remonter votre stop loss et de le mettre en stop win sous la même 50 au moment de la vidéo. Donc, je ne l'ai vraiment pas modifié. Et donc, le stop loss, il a été placé correctement au niveau des 130, juste en dessous de la M50. Eh bien, petite frayeur, mais finalement, le marché n'est pas venu nous stopper. Donc là, derrière, c'est reparti. Donc là, je faisais vraiment un suivi sur cette paire. Effectivement, mettez-moi dans les commentaires si certains d'entre vous sont encore à l'achat sur cette paire, auquel cas j'arrêterai de faire le suivi s'il n'y a plus personne. Je peux le comprendre, étant donné qu'un objectif majeur a été atteint suite au double creux. Maintenant, comme je vous le disais, quand je regarde la configuration des lits, j'ai le sentiment que le marché peut aller chercher plus haut. Et donc, les 132, c'est vraiment l'objectif qui m'intéresse sur cette paire. Donc, hier, avec la hausse des rendements obligataires, petite frayeur, mais quand je vois la bougie du jour, ça repart plutôt fort, donc plutôt une correction au sein d'une tendance haussière. Maintenant, le suivi 4 heures m'intéresse toujours. Donc là, pareil, si on break les anciens plus hauts, une nouvelle fois, on remontera le stop sous la zone. Donc là, ce que je surveille en 4 heures, c'est cassure en données daily de ce plus haut ici. Si ça casse, hop, on remonte le stop par ici. Et on ira chercher les 132. Et là, pour moi, ce sera la fin du trade sur ce niveau. Le gold, un peu catastrophique hier, mais normal. Hausse du dollar, hausse des rendements obligataires. Et donc, deux éléments clés que n'apprécie pas le métal jaune, encore une fois. Effectivement, réaction immédiate, hein, quand le dollar et les taux grimpent, c'est pas un bon cocktail pour le métal jaune. Maintenant, finalement, on est venu faire ce pullback, vous voyez. Je trouvais ça dommageable, en tout cas, si on venait faire une incursion trop profonde. Pour l'instant, c'est un pullback sur la Tenkan mensuelle. Rien d'alarmant, mais il ne faudrait pas qu'on aille plus loin, car ça pourrait vraiment fragiliser la petite reprise haussière qu'on est en train d'effectuer depuis quelques semaines, qui est déjà qui peine vraiment à s'affirmer, je trouve. Mais voilà, si on retombe un peu trop bas, effectivement, là, on réintègre sous le nuage, sous la Tenkan, et ça j'aime pas. Car on va de nouveau rentrer dans une vieille bataille entre les acheteurs et les vendeurs, et il n'y aura pas d'action sur le métal chaud. En tout cas, c'est ma crainte. On va retomber un peu dans un scénario comme ici où il ne se passe rien, ça va batailler pendant des jours, et au final, on n'a pas d'amplitude, on n'a pas de mouvement directionnel, et ça, c'est lassant. Donc ici, vraiment pas de plan de trading sur le gold, toujours. Pour moi, c'était le niveau des 1830 à franchir, et là, on se serait enfin libéré de pas mal d'obstacles. Malheureusement, échec cuisant sur ce niveau. Et derrière, on retombe dans une zone vraiment pas agréable à trader. On a même réintégré le range 4 heures. Bref, c'est une configuration vraiment à mettre de côté. Je ne vois pas des niveaux intéressants actuellement, même à l'achat. Bon, à l'achat, ce serait peut-être de retourner vers les 1785, mais pour l'heure, la structure est vraiment moche, faut le dire tel quel. Ça partait plutôt bien, mais le fait qu'on ait vraiment réintégré l'ancien range, qu'on repasse sous des gros niveaux hebdomadaires, je trouve ça vraiment dommage et j'ai peur en fait qu'on retourne dans un scénario de porte de saloon. En fait. Vous voyez, une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs avec des pièges, tout simplement un marché piégeux. Et donc, je préfère aller sur des marchés, comme on a pu le voir sur les indices, sur les forex, où il y a du flux, il y a une tendance, il y a de l'action, plutôt que dans des marchés où il ne se passe rien et on risque de se prendre les pieds dans le tapis surtout. Voilà le sentiment sur le gold. Donc, je surveille bien évidemment les zones clés qui restent 1800, 1785.
mais sinon le véritable signal de reprise haussière sera, enfin, pour amorcer une reprise haussière de moyen terme, sera la cassure des 1830. Le Brent qui travaille toujours sa zone, le pétrole, bon, ça consolide sous une grosse résistance. Donc là, on est dans un range. Alors d'abord, je vais regarder en données daily, la tête de la bougie, mais toujours pas de vente, en tout cas sur le pétrole. Bien au contraire, plutôt envie de chercher des achats même. Et là, on consolide sous zone. Donc si on casse la zone, je proposerais un achat pour viser 84,20 avec un stop loss sous les plus bas. Voilà le plan que j'ai actuellement. Suite à la cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Maintenant, on est sous zone. J'attends qu'on casse la zone. Si c'est validé, j'aurai un objectif vers les 84,20. Voilà mon plan. Pas de plan vendeur. Un plan haussier, mais qui nécessite d'être confirmé par la sortie de cette zone. Là, en plus, on est en train de passer par le twist du nuage. Donc, c'est un bon point, mais on ne paye pas une résistance. On attend la cassure de la résistance. Et donc ici, hop, on est dans le range. Donc, pour l'instant, range à trader. Pas envie de vendre la borne haute, plutôt d'attendre la cassure en données daily. Déjà en données 4 heures, mais au-dessus des 80. Avec un stop loss sous les plus bas pour aller chercher les 84,20. Le light, du moins le WTI, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On est une nouvelle fois sous zone, mais là c'est une zone mensuelle. Alors autant le Brent c'est pas du tout une zone mensuelle, mais là on est très clairement sous une zone majeure. Donc normalement il faut attendre une clôture hebdomadaire au moins confirmée pour éviter de se prendre un bull trap en pleine face. Donc zone mensuelle, logiquement clôture mensuelle. Bon, on peut affiner avec une clôture hebdomadaire. Mais on est sur un gros niveau technique, vraiment d'où l'importance d'avoir au moins une belle bougie flux daily, et elle est large en plus la zone, elle n'est pas aussi large sur le Brent. Là, on a vraiment une grosse zone très large, donc même constat, pas de vente pour l'instant, en tout cas j'observe pas de chandelier de retournement, mais une phase de stabilisation et de consolidation, encore une fois, à l'intérieur d'un range. Je préfère très clairement la structure graphique du Brent que du WTI. Mais bon, là, pour l'instant, depuis la fin du mois de décembre, on est dans un range. Si on casse par le bas, je reverrai ma copie pour potentiellement vous proposer une stratégie à la vente. Mais tel quel, le sentiment que les acheteurs gardent la main, qu'on a besoin de souffler, de respirer avant de repartir à la hausse. Et là, par contre, il me faudra une belle bougie flux pour pulvériser cette grosse zone mensuelle. Pour terminer les crypto-monnaies avec le Bitcoin, il ne fait strictement rien, encore une fois. C'est mou. On est sur la borne basse du range. Malgré le petit avalement qu'on a eu ici, malheureusement, ça ne prend pas. Encore une fois, hein, pour des actifs censés être assez volatiles, c'est plutôt léthargique. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans un range. Rien à ajouter, rien de nouveau en tout cas sur ce graphique du BTC, à part la divergence mensuelle qui effectivement m'invite à la prudence. Toutefois, on a posé les conditions hier pour commencer à s'alléger en cas de cassure de nouveau plus bas. Effectivement, on pourrait avoir un dérapage non contrôlé et aller chercher plus bas. Comme sur l'Ethereum, pour l'instant, ça tient. On est dans un range, mais je suis pas convaincu pour payer ici, honnêtement, je vous le dis.
Ça manque de pep, ça manque de conviction, ça manque de volume, j'ai presque envie de dire. Effectivement, les volumes diminuent. Depuis la chute, une petite baisse des volumes. Honnêtement, c'est compliqué. Si j'ai une belle bougie flux avec de gros volumes d'un coup, là, forcément, ça va attirer mon attention. Mais pour l'heure, passez votre chemin. Passez votre chemin, et c'est la dégradation sur les unités de temps supérieures qui me dérange, effectivement. Bon. J'aimerais qu'on repasse au-dessus de la M50, au-dessus du niveau des 50, et qu'on évite de faire un nouveau plus bas. Voilà la zone mensuelle, enfin le dernier rempart. Si on casse ce niveau, je viserai effectivement les 36 000 $ derrière. Voilà mon point, enfin mon plan sur le BTC suite à la divergence mensuelle, hein, je vous le rappelle. Mais pour moi, le dernier rempart, c'est ça, c'est les 61,8. On peut faire une petite mèche sur excès. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le fasse comme ici. Vous voyez, on avait les 30 000. On est venu faire une mèche sur excès ou ici pour sortir tous les stop loss placés trop près, pour se faire une petite frayeur vers les 28 900, 30 000 $, un point sous le seuil psychologique des 30 000, et derrière on est reparti pleine balle. Là, on pourrait se faire le même scénario. Hein, venir faire l'incursion sous la mèche, sortir tous les acheteurs avec des stops trop près, normal, là, le marché aime bien faire ça avant de repartir. Voilà pourquoi il est important d'attendre une clôture hebdomadaire pour confirmer le scénario baissier. Maintenant, en données 4 heures, on a un range dans un range, encore une fois. Et ça manque de volume, ça manque de carburant, bref. Je ne suis pas convaincu de la réaction. On pourrait remonter ici, mais en tout cas, je ne note pas de changer de retournement, je ne note pas de bougie flux. Bon, laissons faire le marché. En tout cas, on stabilise et j'espère qu'on va parvenir à reprendre un peu de hauteur, des couleurs et surtout casser des résistances, car on est toujours dans une tendance haussière. Mais encore une fois, je me répète, dans une tendance haussière, ce qui compte, c'est de casser des résistances. C'est pas de préserver des niveaux de support, ça on s'en fiche, enfin, c'est bien, mais pour que la tendance se prolonge, il faut casser des résistances. Enfin, l'Ethereum, pour terminer. Pareil, on avait un beau double creux ici en données 4 heures. Bon, c'est retombé, ça tente de repartir, mais on a du mal. On a vraiment du mal sur l'Ether. Là, pareil, pour moi, la zone que je surveille, c'est les 3700. C'est une micro-zone hebdomadaire. C'est pas une zone aussi importante que celle-là ou que celle-là. Ça tient. Dégradation, encore une fois, de la tendance à cause de la cassure de la zone la semaine dernière. Suite à ça, on a validé la divergence et l'avalement baissier surtout. Donc ça, c'est vraiment le point négatif. Mais pour moi, il faut qu'on casse les plus bas. En tout cas, c'est une des conditions en analyse technique. On a clôturé, on a fait l'avalement, on l'a clôturé sur zone l'avalement en fait. Donc on aura enfoncé le support. Bon, j'aurais peut-être pas attendu, j'aurais peut-être pas mis des conditions, mais là pour moi, on est au-dessus de la zone, au-dessus des 23,6, en plus du retracement mensuel. Donc, pour l'heure, ça se dégrade, mais c'est trop tôt pour devenir alarmiste, je trouve. Maintenant, on est dans un canal baissier. Si certains veulent tenter des achats ici, ça reste audacieux, honnêtement, en l'absence de signal. Après, le stop loss juste ici. Mais effectivement, si ça repart, vous avez potentiellement un très beau niveau. Mais pour l'heure, absence de signal technique de retournement. Sauf si vous avez tenté le double creux, effectivement, hier. Dans ce cas-là, stop loss sous les plus bas. Donc, ne bougez pas votre stop loss, laissez-le tel quel. Effectivement, hein, le double creux est partiellement invalidé, tout dépend de où vous avez placé votre stop loss.
C'est sûr que si vous l'avez mis au milieu de la figure, eh bien oui, sortie sur mèche, mais pour celles et ceux qui l'ont passé juste en dessous, le marché pourrait repartir. Et donc effectivement, celles et ceux qui sont positionnés ici, ça vous offre quand même, si le marché repart, un excellent ratio risque-reward. Effectivement, derrière, ce serait direction 4180, et si on casse, 4008. Et derrière, si on sort par le haut du canal, logiquement, on peut s'attendre à une nouvelle jambe de hausse vers de nouveaux records. Mais pour l'heure, c'est encore un peu tôt pour affirmer ce scénario. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.